Bonjour à tous, bienvenue dans le monde merveilleux de l'hydrogène. Si vous ne le connaissez pas encore, ça va être l'occasion de faire connaissance avec ce sujet passionnant qui débarque aujourd'hui dans l'agenda de la transition énergétique et écologique. C'est un peu récent, très clairement. Je pense que vous avez tous remarqué depuis quelques mois, ou il y a encore quelques jours, avec l'annonce du plan France 2030, que l'hydrogène était un sujet stratégique aujourd'hui au niveau de la France, mais il l'est aussi plus globalement au niveau de l'Europe. On va parler de tout ça, on va parler de tout ça avec des acteurs de la filière, c'est-à-dire des gens qui développent des solutions ou qui utilisent des solutions. On a en particulier le grand plaisir d'avoir avec nous Lucie, que je présenterai juste après, qui va se présenter d'ailleurs, qui à Pau nous fait tourner des bus à hydrogène, des fameux Phébus, avec ces bus de 18 mètres articulés, ce qui est une première mondiale. Ça se passe en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, nous avons donc ici des acteurs qui sont à différents titres intervenant dans cette filière qu'on va vous présenter. L'idée aussi, à travers cette discussion, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tout ça, ça arrive, pourquoi du jour au lendemain, comme ça, on commence à vous parler d'hydrogène. C'est pas, on a l'impression que ça arrive comme un cheveu sur la soupe là, du jour au lendemain, mais en réalité tout ça est dicté par un ensemble de considérations technico-économiques qu'on va commenter. Et puis l'idée, c'est aussi de se projeter, de voir quelle est la feuille de route de ce monde de l'hydrogène, et en particulier de l'hydrogène et des piles à combustible. Notamment dans la mobilité électrique, qui est quand même le grand sujet qu'on aborde ici à Electric Road. Quelles sont les barrières? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que une certaine vision de cette économie de l'hydrogène se déploie? Quels sont les modèles économiques qui sont en jeu, bien entendu? Et c'est de tout ça qu'on va essayer de parler, avec chaque fois des angles de vue assez différents, parce qu'on a des acteurs ici représentatifs à la fois du monde de l'énergie, qui interviennent pour déployer ces infrastructures de production et de distribution d'hydrogène, principalement renouvelables ou dits bas carbone. Des acteurs qui prennent position aussi pour aider au déploiement de la mobilité. Et puis des acteurs qui développent des technologies et des acteurs qui les utilisent. Voilà, c'est tout ce monde-là que nous avons représenté ici autour de nous. Alors, je vais les laisser se présenter les uns après les autres en quelques mots. Et Lucie, je voudrais commencer par toi. Bonjour à tous. Donc, je suis... Plus près, pardon. Donc, bonjour à tous, je suis Lucie Kempf, je travaille au syndicat mixte Pau Béarn Pyrénées Mobilité, et nous avons lancé un projet en 2016 qui s'appelle Phébus, qui est la première ligne de bus à haut niveau de service de la ville de Pau, qui opère 8 bus de 18 mètres, piles à combustible, qui sont construits par Vanol. Et donc, on a également une station qui est dédiée pour approvisionner les bus en hydrogène vert. Donc, on produit notre propre hydrogène sur place. Et voilà, donc je suis ravie d'être parmi vous et de pouvoir échanger autour de ce beau projet qui fonctionne maintenant depuis fin 2019. Voilà, on va continuer à ma droite avec Michael Lévy, on dit Mike. C'est ça. On dit Mike parce que c'est plus simple. Merci beaucoup pour l'invitation de participer à cette table ronde. Donc, Michael Lévy, je suis vice-président de recherche et innovation de la société Accius. Comme disait Lucie, elle parlait d'un usage qui est l'usage qu'on voit aujourd'hui, qui est la mobilité lourde. Avec nos canettes de stockage solide, storage, on est dans un angle mort de l'hydrogène aujourd'hui, qui est la mobilité douce, que nous déployons actuellement, d'abord dans la région de Grand Genève, et on est aussi en train de monter des projets en région parisienne et dans le sud. Je suis ici avec ma casquette storage, donc mobilité. Sachez également que Accius est en amont dans la production avec sa filiale Hainat, qui est focalisée sur l'hydrogène naturel. Et il y a le CTO de Hainat, qui est le docteur Alain Prinzhofer, qui anime un atelier à 15h30. Voilà, j'ai fait la pub. Merci. Clément? Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi c'est Clément Ackermann, je suis business developer chez Engie. Et donc du coup Engie qui propose des solutions pour les collectivités locales, pour les métropoles, pour les territoires, des solutions d'hydrogène vert, et à travers des projets type Phébus, mais d'autres également sur d'autres territoires. Merci Clément. On va rester chez les énergéticiens, je finirai par Pierre-Yves. Olivier.
Oui, donc Olivier Menu, je suis effectivement le responsable de développement territorial Nouvelle-Aquitaine et Occitanie pour Dynamics, la filiale d'EDF qui porte des projets hydrogène vert ou bas carbone, effectivement grâce au mix énergétique français. On est ici pour parler mobilité, donc on parlera mobilité, mais sachez qu'on fait aussi des développements dans le monde de l'industrie pour décarboner l'industrie. Voilà. Merci Olivier. Et puis on va terminer avec Pierre-Yves, un acteur historique de l'hydrogène que j'ai côtoyé dans cette vie antérieure hydrogénée. Oui, alors moi donc j'ai commencé il y a une dizaine d'années dans l'hydrogène parce que je suis cofondateur de Symbio qui a été revendu et qui est passé en JV après entre Michelin et Faurecia. Donc il produit des piles à combustible pour la mobilité. Et maintenant, je suis passé un petit peu de l'autre côté de la barrière parce que je suis nouvellement fondateur d'une société qui s'appelle Wattea, qui vise à faire en fait des solutions de mobilité pour les entreprises. Alors électrique, hein, on est toujours dans l'électrique, mais c'est l'électrique soit à batterie, soit, et on l'attend avec beaucoup d'impatience, à hydrogène. Et le but de notre société, c'est de rendre accessible en fait à tout le monde ces nouvelles mobilités, et notamment aux flottes de véhicules utilitaires qui sont nos premiers clients. Merci Pierre-Yves. Et puis en fait, j'ai oublié de me présenter, c'est très impoli de ma part, excusez-moi. Donc Bertrand Chauvet, je suis cofondateur et président de CIA Consulting, qui est une entreprise spécialisée dans le conseil de l'hydrogène, sur les thématiques de l'hydrogène, et membre du conseil d'administration et du bureau de France Hydrogène. Et donc j'ai le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. Alors je vais revenir sur mon point de départ. Je vous ai dit que effectivement, depuis le 7 juillet de l'année dernière, on a vu du jour au lendemain arriver le sujet de l'hydrogène de façon assez surprenante pour beaucoup de monde, puisque à ce moment-là, la Commission européenne et sa présidente annoncent le plan européen de l'hydrogène avec des objectifs assez importants. 40 gigawatts d'électrolyse à déployer d'ici 2040, 40 milliards d'euros d'investissement. S'en est suivi tout un tas d'annonces de la plupart des grands pays européens, hein, les Allemands, 9 milliards, la France avec ses 7,2 milliards d'euros, et j'en passe. Voilà. Donc du jour au lendemain, on passe de quasiment rien à beaucoup d'argent. Et avec des objectifs qui sont très forts, puisque l'Europe nous dit l'hydrogène dans le mix énergétique européen doit peser à peu près 14% de ce mix énergétique d'ici 2040, en partant de zéro. Voilà, donc ça situe tout de suite les enjeux. Et ce qu'on va essayer de comprendre d'abord, c'est pourquoi d'un seul coup ce sujet fait éruption sur la table, alors que ça fait quand même une dizaine d'années qu'on bosse dessus et que d'autres avant nous ont travaillé sur ce sujet-là, mais d'un seul coup, le voilà qui émerge. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à travers chacun des acteurs de cette table ronde, j'entende un peu votre vision, votre perspective sur cette irruption de l'hydrogène dans cet agenda de la transition énergétique. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique pourquoi maintenant, ça y est, il y a cette très très forte accélération? Je vous rappelle, en 2018, on avait un petit plan national hydrogène de 100 millions d'euros sur 3 ans. Et juste après, on se retrouve avec 3,2 milliards d'euros sur 3 ans et 7,2 milliards sur 10 ans. Donc il s'est passé quelque chose. Qui veut entamer sur cette thématique-là? Je vais laisser... Je vais laisser Pierre-Yves lancer les hostilités, parce que comme ça, après, tout le monde pourra rebondir un petit peu là-dessus. Pierre-Yves. Alors... Voilà, la première chose, c'est que la tendance de fond, c'est d'abord une tendance sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un marché pour l'électrique d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit décarboner, on sait qu'on doit rouler tôt ou tard avec des véhicules qui sont des véhicules électriques. Et dans la panoplie en fait de ce qu'on a, on a effectivement l'hydrogène qui commence aujourd'hui à pouvoir se positionner correctement, alors déjà avec des plans d'investissement, hein, que ce soit en termes d'infrastructure ou des véhicules qui sont de plus en plus nombreux. Moi, j'ai connu un temps où il n'y avait absolument aucun véhicule, à part la Mirai à l'époque, ou la Hyundai. Ou un Kangoo modifié. Ou un Kangoo modifié par certaines sociétés. Donc voilà. Donc en fait, la tendance de fond, c'est d'abord les sociétales. Et c'est une demande de clients qui ont des usages. Et dans les usages, l'hydrogène prend sa place. Hein, parce qu'on sait qu'on peut rouler beaucoup plus loin, on sait qu'on peut faire le plein beaucoup plus vite.
avec toutes les installations qui vont bien, parce qu'il faut encore avoir des stations dessus et des véhicules, bien sûr. Mais on sait qu'on ne pourra pas positionner l'intégralité, par exemple, de la mobilité électrique qu'avec de la batterie. On a forcément des segments en termes d'usage qui correspondent à l'hydrogène. Donc, pour faire très vite, c'est d'abord les clients qui demandent. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui nous demandent spontanément. Alors, j'aurais bien aimé avoir ça, moi, il y a 10 ans. Ils sont donnez-nous des véhicules à hydrogène parce qu'on a certains types d'usages où là, du coup, la batterie, quoi qu'on fasse, les superchargeurs, tout ça, ça ne va pas passer. Donc, ça, il y a une demande. Et il y a une demande qui est générale de rouler à l'électrique. Alors, au-delà de cette mobilité qui est en fait le marché de croissance, le marché émergent de l'hydrogène, il y a un marché historique. Oui. C'est un marché historique qui est un marché lié à l'hydrogène comme matière première dans l'industrie, puisque l'hydrogène, c'est 900 000 tonnes par an qui sont consommées aujourd'hui pour désulfurer du pétrole, pour faire de l'ammoniac, dans la sidérurgie, dans différents secteurs de la chimie, de la pétrochimie, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et ça, c'est un sujet que vous, chez EDF Dynamics, vous avez particulièrement regardé. Alors, ce que je voulais dire en complément, c'est il est possible aussi de faire de l'hydrogène vert aujourd'hui parce qu'il y a une offre et une possibilité de se sourcer en énergie verte. Ce sourcing-là, il y a 10 ou 15 ans, il n'était pas au même niveau et donc ça aide grandement à développer une approche hydrogène vert. L'ambition, effectivement, Dynamics, on l'a évoqué, de porter des projets de mobilité lourde. Et donc, du coup, on a un exemple récent avec le démarrage d'Auxerre la semaine dernière. Effectivement, on répond à cette démarche. On n'a pas fait exprès, mais c'est bien tombé. C'était la bonne semaine, puisque c'était le lendemain des annonces de France 2030. Mais en tous les cas, voilà, on s'inscrit tout à fait dans ces démarches de développement et d'offres de solutions de mobilité décarbonée. En plus, au niveau du groupe, ça fait partie vraiment de la raison d'être d'EDF, d'avoir une énergie décarbonée. Donc c'est tout à fait cohérent par rapport à tout ce phénomène qui arrive aujourd'hui. Et vous ciblez à la fois les applications industrielles et les applications de mobilité. Et effectivement, là je viens de parler d'une application mobilité. On a une trentaine de projets en cours sur la France et l'Europe. On a déjà une filiale en Allemagne qui existe. Et on a évoqué notamment aux Journées nationales hydrogène le projet de décarbonation de l'industrie qu'on porte aux côtés de Vicat, qui est un cimentier, qui font partie des grands acteurs ciblés par France 2030, où là, dans ce cadre-là, alors on n'est pas du tout dans les mêmes ordres d'échelle, mais effectivement, on est sur un projet d'électrolyse de 330 MW. Donc c'est une approche différente, c'est des financements évidemment européens, au regard des enjeux économiques. Mais je pense qu'on peut peut-être laisser aussi dans ces projets industriels une petite place à la mobilité, parce qu'il y a aussi tout ce qui est à côté de l'activité industrielle, et la mobilité lourde fait partie des ambitions des industriels, parce que ça fait partie aujourd'hui des éléments différenciants de décarboner une activité, une chaîne de valeur. D'ailleurs, c'est une constante qu'on voit dans la plupart des projets français, on va en parler avec Clément aussi, c'est qu'on raisonne aujourd'hui en termes on appelle ça des écosystèmes hydrogènes, et on essaie en fait, parfois en combinant à la fois des besoins, la demande sur des usages industriels, d'y associer des usages de mobilité à côté. Puisqu'on est en capacité, par exemple, de produire un hydrogène renouvelable performant en termes de prix, parce qu'on a de grosses puissances, et puis parce qu'on est sur un gros site industriel qui amène toute la garantie d'écoulement de la production, on peut se permettre de surdimensionner ces systèmes pour du coup servir d'usage de mobilité. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi beaucoup regardé du côté Engie, Storengy. Oui, c'est exact. En fait, souvent, aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué dans les systèmes hydrogène, c'est que ça reste quand même des systèmes qui restent plus chers par rapport à des systèmes standards en termes de modèle économique. Et c'est vrai qu'arriver à avoir un maximum d'usage, que ce soit mobilité, industrielle ou autre, ou même de stockage, dans certains cas, ça peut permettre justement d'avoir des systèmes plus importants, de réduire des coûts, d'offrir des services également qui ne sont pas valorisés de la même manière. Typiquement, un service de stockage, quand on est par exemple sur du stockage primaire, on peut le valoriser assez cher, ce qui permet justement de dégager un peu plus de marge sur cette activité-là, et donc du coup que cette marge elle est répertoriée sur d'autres usages qui peut-être ont besoin d'avoir des prix un peu moins chers. Donc effectivement, envisager, on va dire, ces écosystèmes comme des écosystèmes mixtes, c'est quelque chose qui permet d'avoir des choses qui, in fine, sont durables et en termes de modèle économique, tiennent tout seuls.
d'une certaine manière. Alors, tant que je t'ai Clément, il y a un sujet plutôt côté Storengy à l'origine qui est intéressant de le mentionner parce que les gens ne sont pas forcément au courant de l'existence de ces logiques de stockage massif de gaz qui historiquement étaient du stockage de gaz naturel, notamment dans les cavités salines, qui est un métier que vous avez porté sur l'Europe et qu'on envisage aujourd'hui de convertir tout simplement pour stocker massivement de l'hydrogène. Oui, alors Storengy aujourd'hui, c'est notre cœur de métier, c'est stocker du gaz dans des cavités salines et des nappes aquifères. Et aujourd'hui, ce gaz, c'est du méthane, du gaz carboné, du gaz fossile. Et effectivement, il y a tout un sujet en interne de savoir, d'ici 2050, quand le gaz fossile peut-être sera sorti du mix énergétique, qu'est-ce qu'on met à la place, d'une part, et quel est notre cœur d'activité, comment évolue notre cœur d'activité, et d'autre part, quel service on peut rendre avec les compétences qu'on a pu acquérir durant ces 70 années d'exploitation de ces cavités, quelles compétences on peut valoriser justement sur vis-à-vis des gaz verts, alors biométhane, méthane de synthèse avec le power to gas par exemple, et également tout ce qui est hydrogène, et du coup en explorant un petit peu ces pistes-là et quel type de service on pouvait offrir, on a notamment lancé un projet à Étré de stockage massif d'hydrogène de 44 tonnes en cavité. Donc on a à travers une cavité qui aujourd'hui n'était pas utilisée ou peu, ou était endormie, on a utilisé ce site-là pour faire des tests en fait d'injection dans cette cavité-là et cycler cette cavité, justement pour proposer peut-être plus tard des services de stockage massif à destination d'écosystèmes qui seraient importants. Il y a plusieurs projets de cette nature en France, mais il faut savoir que ça existe déjà. Oui. Aux États-Unis, par exemple, il y a d'immenses réserves d'hydrogène dans des cavités, au Texas en particulier. Alors, la petite différence, c'est que sur les premiers projets qui existaient de cavité hydrogène, c'était vraiment des projets de backup, de sécurité, on va dire, pour avoir un stockage en cas de rupture d'approvisionnement à destination de certains industriels. Là, l'idée sur et donc du coup, on avait vraiment des stockages massifs, mais qui restaient qui ne cyclait pas en fait, qui restait en dormance. Là, l'idée, c'est quand même de dire, on peut utiliser ce stockage-là pour faire des allers-retours de flux d'hydrogène en fonction des besoins, en fonction des demandes autour d'une région. Et donc, l'exploitation de ce type de cavité est un peu différente quand même. Donc ça, c'est une première quand même en Europe. C'est pas. Michael, je voudrais revenir sur la question de base que j'ai posée. C'est en tant qu'acteur de cette filière, comment Aquius explique et peut raconter à l'audience ici la raison pour laquelle ces thématiques de l'hydrogène émergent comme ça. Oui. Je pense qu'il ne faut pas oublier un événement qui nous a marqué à nous chez Aquius, parce que c'est là où on a dévoilé au grand public notre solution, c'est la COP21. Décembre 2015, la COP21, la signature des accords de la COP21 a enclenché un processus, et je dirais, nous sommes tous des enfants de la COP21 aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que concomitant aux accords de la COP21, donc avec pas les incitations, mais l'engagement de tous les signataires de réduire les émissions de CO2, il y a eu, début 2016, la création du Hydrogen Council. Donc le Hydrogen Council, c'était Air Liquide, c'était Toyota, c'était, je pense qu'il y avait une 12 ou 13 grands groupes qui se sont associés et qui ont fait une chose très importante. Ils ont financé des études de McKinsey. Et ce sont ces études qui ont montré et qui ont convaincu les différents gouvernements, les différents décideurs, que l'hydrogène comme solution pour décarboner l'industrie, pour décarboner la mobilité lourde, la mobilité moyenne, était viable économiquement dès lors qu'il y aurait une subvention nécessaire, une espèce d'énergie d'activation, pour ceux qui sont un peu techniques, un peu chimistes, un peu geeks comme moi, des subventions qui n'étaient pas censées être des subventions ad aeternum, parce que ça c'est impossible, mais des subventions permettant d'un côté, en amont, de faire le passage de la production d'hydrogène gris, qu'on appelait à l'époque avec le vaporeformage de gaz naturel, à une production avec l'électrolyse. Donc des subventions qui permettaient de subventionner l'investissement, subventionner les frais opérationnels, des subventions aussi au niveau de la mobilité, parce que ces études très détaillées démontraient que, à terme, les coûts totaux d'utilisation d'une solution à base d'hydrogène étaient identiques aux coûts
taux d'utilisation si on utilisait des systèmes à batterie électrique et aussi si on utilisait des systèmes thermiques. Donc je dirais que nous, on explique là où on est aujourd'hui, c'est grâce à la COP21, grâce aux efforts du Hydrogen Council qui ont réussi à convaincre différents États, notamment la Chine, parce que la Chine a été précurseur dans la subvention massive de l'hydrogène. Et c'est pour ça que je pense aujourd'hui, on est, j'espère, dans un point de basculement où maintenant le déploiement de l'hydrogène est inévitable. On reviendra là-dessus et notamment enfin, sur d'autres études qui ont précédé. Il y a eu celle aussi du DOE américain hein, qui a fait date hein, puisqu'elle elle a démontré et elle n'a jamais été démentie depuis, y compris par les constructeurs automobiles, que à certains effets d'échelle, la solution hydrogène mobilité permettrait de sortir des véhicules comparables en coût de possession à un véhicule diesel à un certain horizon de temps, et c'est qu'une question de franchir des seuils de production industrielle. Donc ça, c'est quand même aussi un point de départ qui était important. Mais là, on est en train de parler, voilà, on est top-down, on regarde toutes ces grandes études qui peuvent convaincre les décideurs, mais en fait aussi, il faut savoir avant tout que, notamment en France, l'hydrogène, ça a commencé par des écosystèmes locaux, des écosystèmes territoriaux d'un certain nombre d'acteurs, collectivités locales ou régionales, qui se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que dans leur domaine de compétences particulières, il y avait un intérêt à regarder ce qu'on pouvait faire avec l'hydrogène. Et là, c'est tout particulièrement le cas, je voudrais passer la parole à Lucie, de Pau et du SMTU. Lucie, j'aimerais un peu que tu nous racontes comment vous en êtes arrivé là, en fait, hein, tout simplement. Eh bien, on avait un nouveau maire qui est arrivé, qui s'appelle François Bayrou, et on avait aussi un projet de ligne de bus à haut niveau de service, qui était notre première ligne à Pau, et une volonté très forte des élus de démontrer qu'on pouvait s'engager vers une mobilité innovante, durable, efficace, propre, donc avec beaucoup de qualité. Et donc, on a eu une feuille de route très claire qui nous a été donnée par François Bayrou, d'essayer de trouver une solution. Donc, c'était en 2015. Et nous avons conduit des études qui ont vite abouti à 2 solutions qui pouvaient répondre effectivement à la demande politique, qui étaient des solutions à base d'hydrogène pour des véhicules lourds, puisqu'on avait effectivement des bus de 18 mètres de long, et aussi une solution électrique. Cependant, la décision n'a pas été directement prise parce qu'effectivement, il y avait des coûts qui étaient énorme, on multipliait par 3 nos coûts. Donc on a lancé un dialogue compétitif qui est une procédure assez particulière qui challenge un peu les différentes solutions et les différents partenaires qui doivent s'engager non pas sur des coûts, forcément des coûts qu'on a définis par des critères, mais sur des performances également. Donc cette démarche a été lancée fin 2016, on a mis plus d'1 an et on a comparé des solutions qui étaient des solutions acceptables par rapport au décret auquel le transport urbain est soumis. C'est un décret de 2017 et ça rejoint ce que disait Mike, c'est-à-dire qu'on a aussi, nous, des obligations d'avoir effectivement des transports publics qui soient propres. Et donc, dans ce cadre-là, d'essayer aussi de respecter la législation. Donc, suite à ça, on a eu effectivement toutes les solutions qui répondaient au décret du GNV, de l'électrique autonome, de l'électrique à captation. Pour les gens qui connaissent la mobilité, c'est des recharges en bout de ligne. Et puis, l'hydrogène. Et cette particularité aussi était de dire que c'est très gentil d'acheter des véhicules, mais il faut aussi l'approvisionnement en énergie. Donc il fallait aussi trouver la source d'énergie. C'est pour cela qu'on a fait en fait une consultation qui travaillait sur un système de transport global, parce qu'il y avait aussi effectivement une incidence sur la manière dont on allait exploiter la ligne, la manière dont on allait maintenir les véhicules. Donc tout ça, c'était un ensemble. Et au bout du compte, on a effectivement eu le choix de l'hydrogène qui s'est offert à nous d'une manière claire, qui était en fait de dire aujourd'hui, pour un usage identique sur une journée de service, en l'occurrence, par rapport aux autres solutions, l'hydrogène était la seule qui répondait parfaitement et en tout point, tant au niveau des performances je dirais techniques, mais également au niveau des performances aussi financières. Pourquoi ? Parce que pour un même service, en l'occurrence pour le service de la ligne de Pau, il faut 14 bus autonomes. En fait, ça, c'est l'étude qui l'a montré, pour assurer un service qui, avec des bus diesel, était de 8 bus, ce qu'on arrivait très bien à faire avec des bus à hydrogène. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est qu'effectivement, suite à la COP21, et à ce que tu disais encore, Mike,
on s'est aperçu qu'on allait avoir aussi des subventions parce qu'on était dans un démarrage, dans un cycle de démarrage qui faisait qu'on voulait aussi démontrer l'efficience de l'hydrogène. Et donc, on a eu la chance d'avoir beaucoup de subventions qui ont été données par l'Europe en premier, avec des projets européens qui ont été subventionnés par le FCAJU. Donc, on fait partie de 2 projets, TreeMotion et Jive 2, qui subventionnent très fortement ces solutions pour la mobilité lourde, mais également pour l'approvisionnement en énergie, puisque la station de production que Engie opère est également subventionnée par le FCAJU. On a eu aussi la chance a posteriori d'avoir des financements nationaux, l'État français avec effectivement 2018-2019 qui nous a aidés, et puis un peu la région Aquitaine. Mais effectivement, c'est un projet qui a été porté par un territoire avec une volonté de répondre à un usage et d'avoir effectivement une efficience aussi énergétique, mais aussi une efficience qui était une efficience écologique, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. On reviendra peut-être un petit peu après sur les premiers enseignements que vous en avez tirés, parce que c'est un service qui fonctionne, opérationnel. J'ai cru comprendre avec un très haut niveau de satisfaction des usagers, donc ça, il faudra en reparler. Il me semble qu'on n'a pas abordé un autre aspect pourtant assez important qui explique pourquoi on a cet hydrogène qui débarque là. Au-delà de cette demande sociétale, au-delà des enjeux de transition énergétique, de stockage de l'énergie, etc., il y a des enjeux de filière industrielle. Et d'ailleurs, dans le plan français, il y a une emphase particulièrement forte là-dessus. Il y a une reconnaissance, alors ça a été au niveau européen, mais au niveau de l'ensemble des pays d'Europe, que pendant qu'on discutait là de tout un tas de choses, mais surtout pas d'hydrogène, eh bien, il y avait les Japonais, il y avait les Coréens, il y avait les Chinois, il y avait les Canadiens, il y avait les Américains. Il y avait tout un tas de gens qui étaient en train, eux, d'investir très, très massivement sur ces technologies-là, amenant un risque stratégique pour l'industrie européenne. Et ça, c'est un sujet, Pierre-Yves, que tu connais tout particulièrement, parce que c'est quand même, à l'époque, même au niveau de Symbio, pour faire reconnaître l'idée qu'il y avait un enjeu industriel. Aujourd'hui, maintenant, on parle de projets d'intérêt stratégique pour l'Europe, c'est les fameux IPCEI. On parle de gigafactory d'hydrogène. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais en fait, en réalité, si, c'est pour avoir des champions industriels fabricants d'électrolyseurs de piles à combustible et de réservoirs d'hydrogène. Voilà, mais ça, c'est quand même ce sujet de la filière industrielle. Toi, aujourd'hui, qui es du côté un peu Michelin, puisque Wattea est une initiative que tu vas nous raconter, qui a été lancée côté Michelin, c'est quand même ces enjeux industriels, ils ont été quand même prégnants dans les décisions. Oui, alors à la base, il y a quelques années de ça, la première réflexion qu'on avait, c'était de se dire que ce serait quand même un peu dommage que les moteurs qu'on produit aujourd'hui en France, demain, ne soient plus produits en France. Ça, c'était la première réflexion, qui est de dire, finalement, il faut qu'on arrive à pousser ces filières industrielles pour qu'on soit capable de les sourcer localement. Et ce qui s'est passé cette année avec les composants électroniques sur les véhicules, dont on pâtit, nous, parce qu'on achète quand même pas mal de véhicules, c'est aussi la preuve que, quelque part, il faut pouvoir sourcer de manière locale. Alors, la filière industrielle, c'est important parce que Lucille le mentionnait bien, il y a une notion dans toutes ces technologies dites zéro émission de neutralité économique avant la neutralité carbone, on va dire ça comme ça. Et ça passe forcément par une filière industrielle. Aujourd'hui, chez nous, chez Wattea by Michelin, aujourd'hui, on regarde en fait chaque modèle de véhicule, et y compris d'ailleurs sur l'hydrogène, c'est là qui arrive bientôt, issu de filières industrielles, et on regarde en fait le point où on peut positionner pour avoir cette neutralité économique, c'est-à-dire de pouvoir proposer en fait ces véhicules, et que ces véhicules rentrent dans une chaîne économique qui est la chaîne économique de transport actuelle. Et en fait, si on gratte bien tout ce qui est filière industrielle, c'est quand même avant tout ça que ça veut dire chez le client final. Hein. C'est de pouvoir vendre un véhicule qui, lui, va être dans une chaîne économique existante. J'avais l'habitude, il y a quelques années, de dire que vous n'êtes pas prêt à payer 2 fois plus cher votre pizza parce qu'elle est livrée avec un véhicule électrique ou un véhicule électrique à hydrogène. Voilà, pour moi, c'est l'image même de la neutralité économique. C'est qu'à un moment donné, les technologies, elles rentrent les unes derrière les autres.
Le point de neutralité économique de l'hydrogène, eh ben, il va forcément s'abaisser à un moment donné, parce qu'effectivement, il y aura une filière hydrogène complète. C'est-à-dire pas que les piles à combustible, hein, c'est aussi la production, c'est aussi le coût des stations, c'est le coût des réservoirs. C'est tout cet écosystème qui va permettre de descendre à un point d'inflexion économique où on pourra mettre de plus en plus de véhicules. Et plus on en aura, plus ils auront tendance à baisser. Donc je confirme, les études industrielles pourraient y avoir été. On sait faire aujourd'hui en termes de matière et de process de production. On saurait faire, si on produisait 10 millions de véhicules, à un prix qui serait inférieur à celle d'un véhicule diesel. Ça, on le sait effectivement depuis maintenant plusieurs années, issu du rapport McKinsey. On n'y est pas encore. Hein. Il y a des étapes. Et les étapes, c'est de trouver les premiers créneaux, d'avoir la bonne filière industrielle et quelle est ces espèces de smooth shaping. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive doucement à la descendre sur les usages, sur un maximum d'usages différents, en respectant l'économie, je dirais, de la mobilité. De toute façon, il a fallu 30 ans en investissant des dizaines de milliards dans les batteries pour arriver aujourd'hui à son efficacité économique. Et l'hydrogène, on est un peu au début de l'histoire, quoi. Alors en plus de ça, pour l'hydrogène, au-delà des technologies qu'on va mettre par exemple dans les véhicules, il y a aussi toute cette partie production, stockage, distribution. Et qui là aussi nécessite des investissements importants pour que le prix des électrolyseurs soit divisé par 2 ou par 3 d'ici 10 ans, les stations séparées, etc. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, EDF très très tôt s'est positionné en investissant notamment dans un fabricant français d'électrolyseurs qui s'appelle McPhy. Oui, c'est ce que je voulais dire en complément. EDF a pris conscience, en tous les cas, de l'intérêt de cette filière industrielle sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Ça remonte aussi à des travaux qu'a pu faire EDF avec un partenariat qu'il a avec l'université de Karlsruhe et les laboratoires Eifer, qui a permis aussi d'acculturer la filière hydrogène en interne du groupe. Et très tôt, effectivement, avant même la création d'Dynamics, EDF a pris des parts chez McPhy. Je pense que même si aujourd'hui il y a eu des évolutions au niveau du capital, on reste un actionnaire de référence. Enfin, le groupe EDF reste un actionnaire de référence. Et je pense que s'il y avait un seul message aujourd'hui, effectivement, il faut qu'on arrive au niveau de la filière à faire basculer en travaillant chacun sur un morceau de la chaîne de valeur pour qu'on arrive vraiment à faire émerger cette filière. Parce qu'on a parlé d'usage mobilité lourde, mais la mobilité lourde, ce n'est pas que les bus, c'est les bennes ordures ménagères. On espère pouvoir alimenter le train à Auxerre demain. Donc voilà, il y a le fluvial ou le maritime, parce que ça fait partie des points de sensibilité. On voit qu'il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à nous, mais qui, évidemment, elles sont chacune d'elles à un niveau de maturité différent. Et donc on a tous, enfin chacun avec nos rôles respectifs ou complémentaires, à faire évoluer cette filière pour qu'elle bascule vraiment. Parce que trouver des usages pour des projets de mobilité, ça se trouve quand même pas à tous les coins de rue. Donc il y a un vrai travail de fond à faire tous ensemble. Oui, très bien, effectivement. Donc si un peu en résume tout ce qu'on vient de dire là jusqu'à maintenant, on a donc effectivement un enjeu de stratégie industrielle, on l'a vu. Donc clairement, on ne veut pas acheter les moteurs de demain. Il y aura des moteurs de demain, ce sera des piles à combustible. On n'a pas envie d'acheter que du chinois ou du japonais. On a envie d'avoir des technos européennes. Autour de ça, il y a tout un tas d'industries qui sont concernées. Nous qui travaillons beaucoup en études de filière dans différentes régions de France, on se rend compte que partout où on va, vous avez tout un tas d'acteurs économiques qui ne sont pas du tout des acteurs de la filière hydrogène à l'origine et qui voient émerger ce marché-là en se disant mais moi ce que je sais faire, là, moi, il y a un truc particulier, là, un bitonio qui est comme ça, que je sais produire pas cher de telle manière, etc. Si je faisais un peu d'adaptation, je saurais apporter une solution complémentaire à ce qu'on appelle le balance of plant, enfin à cet ensemble de technologies qui sont nécessaires pour déployer des solutions. Et en fait, vous avez une espèce d'énorme attrait là aujourd'hui, à partir du moment où vous sortez le drapeau de l'hydrogène et vous dites on va vous aider à développer cette filière, et bien vous voyez absolument énormément d'acteurs émerger. Et ça, c'est très important parce que c'est une dynamique d'emploi, c'est une dynamique effectivement de conversion aussi, de secteurs en difficulté. Et c'est pour éviter que nos entreprises demain ne soient pas dans les marchés stratégiques. Oui. Oui. Je ne peux que rebondir à ce que tu dis, Bertrand, pour deux raisons. Premièrement, parce que nous, quand nous déployons des écosystèmes pour la distribution de nos cartouches avec des véhicules, c'est très localisé.
qu'on travaille en Auvergne-Rhône-Alpes, qu'on travaille à Genève, qu'on travaille en région parisienne, qu'on travaille ici en Nouvelle-Aquitaine, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que chaque fois que nous mettons en place un déploiement de storage, on draine, on anime, on dynamise tout un tissu de sociétés, des petites structures parfois, de services qui sont nécessaires pour nous pour faire vivre l'écosystème, premièrement. Deuxième raison pour laquelle je rebondis à ce que tu dis, c'est au niveau industriel. Ce que nous constatons dans le domaine de puissance qui est le nôtre, parce que nous, on est dans la petite mobilité, donc ça veut dire qu'on est dans des puissances de piles combustibles inférieures à 10 kW. Ce que nous avons constaté, notamment en travaillant avec le Department of Energy, avec les études qu'ils ont fait de ventiler la structure de coût des piles à combustible, c'est que dans notre domaine de puissance, le cœur, c'est-à-dire la stack, la pile à combustible elle-même, elle ne représente que 20%, voire peut-être 30% du coût de l'ensemble. Ce sont toutes les auxiliaires qui impactent le coût. Et donc, qui dit auxiliaire dit justement, comme tu dis, ce sont d'autres filières industrielles qui ont un impact sur le coût de nos véhicules. Et ce sont toutes ces filières qui commencent aussi à se tourner vers l'hydrogène et qui sont un peu dynamisées. Il y a cet effet de poule du fait qu'aujourd'hui, avec le déploiement d'une mobilité à hydrogène, toutes ces filières qui adressent le balance of plant, les auxiliaires, sont maintenant mis en mouvement. Un très bon exemple de ça, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la voiture de course H24, une voiture LMP2 pour Le Mans. Vous avez forcément peut-être un peu entendu parler. Nous, on l'a vu naître, donc on voit bien le sujet. Je me rappelle qu'au début, quand dans une pile à combustible, il faut amener beaucoup d'air de l'extérieur pour réagir avec l'hydrogène. Et on a besoin de compresseurs. Et je me rappelle qu'on utilisait des compresseurs originaires de F16, si j'ai bonne mémoire, sur la première version de la Green GT. Alors, c'est pas la Green GT. C'est sur quoi qu'on avait mis ça déjà? Non, en fait, sur la Kangoo, oui. Alors, sur la Kangoo, la Kangoo Z2, équipée d'une pile à combustible. Donc, à l'époque, on utilisait pour pousser de l'air des compresseurs qui sont utilisés pour les clims de F16. Notamment pour compenser, c'est une histoire de membrane, mais c'est une membrane humaine. Donc, lorsque l'avion en fait descend en piqué, on doit réguler la membrane, mais qui est la membrane du pilote, donc éviter les surpressions rapides. Et donc, c'est ce compresseur avec surtout le contrôleur qui nous permet de régler en fait l'air à quelques dizaines de millisecondes, de telle manière à ce que la pile à combustible en fait fonctionne sans que les membranes vibrent et finissent par se percer au bout de très peu d'heures. Donc, c'est tout ce qu'on avait trouvé au départ. Alors, sur la Green GT, c'est encore autre chose. Ça vient aussi de l'aéro. C'est une électrification d'une turbine APU de jet, en fait, qui a été utilisée. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a des composants stratégiques comme ça, humidificateurs, compresseurs, tuyauterie, contrôle-commande, etc. Tout ça qui permet de construire des systèmes qu'on va aller chercher sur qui n'ont pas été développés pour cet usage, qu'on va essayer de mettre là-dedans. Mais le jour où l'industrie se met en capacité de produire spécifiquement la bonne forme, la bonne version de ces technologies-là, eh bien, les coûts sont immédiatement divisés. Donc oui, aujourd'hui, un véhicule hydrogène, quel que soit, ça coûte très cher, mais tout le monde le sait, le DOE l'avait dit en premier, et toutes les études l'ont dit après, on sait qu'à certains effets d'industrie, on sait produire un véhicule électrique à hydrogène qui sera moins cher qu'un véhicule diesel. Oui. Et tout ça, ça dépend du passage à l'échelle. Parce que nous, on travaille aujourd'hui dans notre supply chain avec des acteurs qui viennent aussi du monde de l'aéronautique. Et c'est clair que quand on les consulte, nous, on vient de l'automobile. Et s'il y a une industrie au monde qui sait réduire le coût, c'est l'industrie automobile. Et c'est parfois un choc de culture quand on travaille avec des acteurs qui viennent du monde de l'aéronautique, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler avec une unité de compte au niveau de la production des centaines de milliers d'unités. Et donc, c'est ce passage à l'échelle qui permet justement à ces filières de se repenser et pouvoir aussi investir pour concevoir des produits qui soient spécifiques, par exemple à des piles à combustible ou à des électrolyseurs. Sans ce passage à l'échelle, ces industriels ne peuvent pas se permettre le fait d'investir dans la production de ce type de produits. Alors parlons de la feuille de route maintenant. J'aimerais demander votre avis à chacun d'entre vous. Justement, maintenant, si on regarde où est-ce qu'on est aujourd'hui, quels sont les principes
principales étapes que vous voyez devoir franchir pour arriver effectivement à une économie de l'hydrogène et de la mobilité électrique hydrogène qui soit performante. En partant d'aujourd'hui, chacun dans votre domaine, c'est quoi les sujets clés que vous devez aborder, que vous devez franchir? Alors là, pour le coup, nous, chez Engie, on s'est fixé un objectif qui est tout frais, puisqu'il date de hier, qui est que aujourd'hui, on exploite une vingtaine de stations hydrogène là, sur différents projets. Et on a toute une série de projets qui sont en cours de montage ou en cours de financement, qui sont sur le point de voir le jour. On estime que, nous, notre objectif, c'est d'ici 2030 avoir une centaine, voire plus d'une centaine de stations de distribution en France, en exploitation à travers et sur toute la France d'ailleurs. Donc ça, c'est un premier objectif qu'on peut donner. Après, un deuxième, plutôt chez Storengy, c'est nous, je sais que chez Storengy, on développe aussi tout ce qui est justement un service de stockage hydrogène en cavité. Et ça, typiquement, c'est un service qu'on espère aussi amener d'ici 2030 sur des stockages massifs. Voilà, ça pourrait donner ces deux objectifs. L'utilisateur final, qui lui, il dit aujourd'hui, le véhicule est quand même un peu cher là. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. C'est comment cette feuille de route, cette perspective? Alors je rejoins un petit peu ce que disait Clément, c'est-à-dire qu'effectivement l'approvisionnement est quand même une clé pour démarrer et engager quelque chose. Bon, les coûts d'achat, l'investissement aujourd'hui pour un bus de 12 mètres, c'est 650 000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, un bus diesel, c'est 250 000 euros. Donc on est toujours... Donc sans aide des uns et des autres, c'est difficile pour l'utilisateur de se lancer dans l'aventure. Un autre gros enjeu, c'est effectivement la législation et la réglementation qui s'applique à l'hydrogène, qui est une réglementation vraiment très industrielle. Et quand on est un utilisateur, c'est compliqué d'adapter cette législation pour la rendre souple, toujours bien évidemment tout à fait objective et puis efficace pour éviter effectivement un dérapage. Donc il y a tout cet enjeu réglementaire qui est vraiment très important pour donner les moyens aux utilisateurs de pouvoir se préserver dans un usage qui est quand même relativement dangereux, parce que c'est un gaz dangereux, l'hydrogène, il ne faut pas le minimiser. Et donc ça, c'est effectivement la clé. Donc un accompagnement financier encore, essayez, c'est très bien tout ce que vous dites, j'entends, mais c'est vrai que nous, en tout cas sur les bus, c'est vrai qu'on attend avec impatience le déploiement sur des segments qui sont plus importants, comme les poids lourds, parce qu'il va y avoir effectivement un appel d'air qui va faire baisser, je pense, aussi les coûts, parce que les bus, bon, mais c'est un petit segment quand même, hein. Malgré tout, sur des mobilités très lourdes et sur le transport urbain, on voit bien aujourd'hui les limites de la mobilité électrique qui va être complémentaire, l'hydrogène va être complémentaire de cette mobilité électrique, et en particulier sur des véhicules de 18 voire 24 mètres, où on a une capacité pour remplir ces bus, qui permet effectivement aussi d'avoir des rentrées d'argent, parce que qui dit on remplit les bus, on a effectivement des coûts de ressources de fait, puisqu'on a de la clientèle. Donc ça, c'est aussi important de savoir que cette mobilité, elle permet d'avoir effectivement une capacité équivalente au diesel. Ensuite, au niveau des formations, formation de personnel, parce qu'il n'y a pas que la réglementation, il y a aussi, comme je disais, des enjeux de formation pour que les conducteurs, ce qui sont effectivement les gens qui conduisent les véhicules, mais aussi ceux qui les entretiennent, puissent aussi s'adapter. Bien vu. Olivier, côté Inamix, comment est-ce qu'on voit cette roadmap ? Notre ambition, au-delà du nombre de stations, c'est surtout d'être un acteur incontournable de la filière hydrogène. On imagine une trentaine de pourcents en occupant une trentaine de pourcents du marché. Mais je dirais que, quelle que soit la stratégie qu'on imagine, il faut surtout qu'on réponde à l'ambition des territoires. On l'a évoqué tout à l'heure par rapport aux écosystèmes. Tous ces projets n'existent que parce qu'un territoire a pris le CO2 par les cornes et a dit je vais m'investir dans cette filière. Donc c'est répondre à l'ambition des territoires. L'exemple que j'évoque avec le démarrage de la station d'Auxerre, donc la communauté d'agglo d'Auxerre, qui a lancé une démarche similaire aussi à Salles avec des programmes européens, avec un bus Safra qui est du coup une filière française, une pile Symbio pour le coup. Donc, et puis de la même façon, ça a été évoqué lors de l'intervention du président de la République, il a évoqué notamment le monde des cimentiers. En 2050, ils doivent décarboner à 85% leur activité. C'est juste phénoménal en termes d'ambition.
Et donc, si on arrive à répondre à cette sollicitation-là, je pense qu'on aura réussi une partie de la route. C'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui, mais quand même, moi, je trouve. Enfin, moi, je suis arrivé récemment dans le monde de l'hydrogène, ça fait quelques mois. Mais se dire qu'on part de parcs photovoltaïques ou d'éoliens, voire d'hydraulique, pour arriver au travers d'un projet industriel, comme on l'a évoqué avec Vika, pour faire un carburant maritime demain, c'est juste fascinant en termes d'approche. Et moi, je trouve que c'est passionnant en tous les cas. Avant de donner la parole à Pierre-Yves, qui va essayer de nous raconter comment est-ce qu'on peut accompagner les utilisateurs et les entreprises en particulier dans cette conversion, pour illustrer ce sujet industriel et des cimentiers, pour comprendre l'enjeu et pourquoi l'hydrogène, c'est vraiment, ça a des dimensions absolument multiples dans tous les secteurs économiques. Imaginez que effectivement un grand four d'un cimentier, ça produit énormément de CO2, mais de tas d'autres choses. Et donc, ils ne peuvent pas brûler de l'hydrogène dans un four de ce type-là, parce que l'hydrogène, il ne rayonne pas. Donc, ça ne peut pas brûler tous les CSR et les déchets de pneus qu'on va mettre dedans. Par contre, si on imagine qu'on a un producteur d'hydrogène juste à côté d'une cimenterie et qu'on en venait à capturer le CO2 émis par cette cimenterie, qu'on recobinait tout ça ensemble pour faire ce qu'on appelle la méthanation et fabriquer un méthane de synthèse, lui, on le réinjecte dans le four et lui, il rend son office, effectivement, parce qu'il sera capable de brûler tout ce qu'on va mettre dedans. Et si, à côté de ça, on y rajoutait un électrolyseur haute température qui a des taux d'efficacité de rendement qui sont de l'ordre de 96 à 98%, simplement parce qu'on va utiliser la chaleur fatale du four, et bien là, vous imaginez des tout nouveaux systèmes industriels dans lesquels la brique hydrogène, c'est la clé qui permet de démarrer tout ça. Voilà. Et ça, il faut que vous en ayez conscience, parce que c'est aussi ça qui explique pourquoi l'hydrogène est en train d'arriver partout. Et s'il est là, et si on est capable de le produire en grande quantité à des conditions économiques très performantes, la mobilité en bénéficiera automatiquement. Alors si on vient à la mobilité, justement, Pierre-Yves, il faut que tu nous racontes un peu Wattea. Qu'est-ce que c'est que cette idée qui, d'ailleurs, adresse toute la mobilité électrique, batterie aussi bien qu'hydrogène? Alors, donc de base, j'ai quand même mon stage de 10 ans dans l'hydrogène. Donc la première chose. Tu as eu ton diplôme là, tu peux... J'ai un diplôme. Donc la première chose, c'est effectivement ce qu'on a analysé, c'est que c'était un petit peu plus compliqué que prévu de l'amener chez le client. Parce que le client, là, on est ensemble, là, on est tous des pros de l'hydrogène, là, il n'y a aucun problème. Là, on sait de quoi on cause. Quand on vient voir Lucie Kempf en 2010, on lui parle d'hydrogène. Ouais, là, c'est compliqué. Et donc, l'utilisateur, lui, il s'en fout un petit peu. Soyons clairs. Aujourd'hui, nous, on est plutôt sur du véhicule utilitaire. Et la première chose, c'est de le rendre accessible, c'est-à-dire d'avoir le packaging entre déjà choisir le bon véhicule, puisque maintenant des batteries à 36 000, ou le véhicule hydrogène, comprendre quelle va être l'itinérance, l'audit de la flotte, comprendre quelle sera l'itinérance, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit hydrogène, parce que 100 stations en 2030, ça fait pas beaucoup quand même. Enfin, on a quand même 10 000 stations essence en France aujourd'hui. 100 par rapport à 10 000, ça va avoir une concentration de chameaux au niveau du point de l'eau là, qui va être phénoménale. Donc voilà, donc nous on essaye de travailler à la rendre accessible aux clients, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas toutes les questions qu'on a à se poser, que ce soit sur l'électrique, parce que mettre en place 10 véhicules électriques dans une flotte, il ne faut pas croire que c'est juste acheter une rallonge. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La partie hydrogène, faut bien le positionner parce que c'est cher. D'accord, donc c'est plutôt sur des usages un peu plus intensifs, un peu plus longs, avec des temps de pause qui ne permettent pas de recharger une batterie. Donc nous, en fait, la philosophie qui a été prise, alors ça s'appelait Michelin Green Mobility, parce qu'on est filiale Michelin à 100% aujourd'hui, c'était de dire, pour les 6 millions de véhicules utilitaires qu'il y a en France, on va peut-être pas faire des conférences massives. On va leur dire, écoutez, voilà, ça va être un abonnement, il y a le véhicule, on s'occupe de l'infrastructure, on s'occupe de l'itinérance, on va régler tout ça. Vous avez une petite application pour vous déstresser un petit peu, parce que la batterie, ça baisse vite quand on roule, ça peut. L'hydrogène, il ne faut pas croire aussi, c'est 500 km et ça marche à tous les coups. Il y a aussi des fortes variations. On l'avait vu sur Hype, on avait mesuré Hype. C'est du simple au double quand même, en fonction
du comportement de l'humanoïde qui est derrière le. Hype, c'est les taxis à hydrogène taxis, parisiens. voilà. Et puis en tant que moi j'ai passé mes 100 000 km de Kangoo, mais j'ai pas de diplôme. Il m'est arrivé après 6-7 taxis Hype d'avoir 30 bars à mettre dans ma Kangoo parce que les buffers hydrogène étaient vides. Je dirais pas que c'est un concurrent dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà. Donc en fait, l'essence même de notre société, Watabai Michelin, c'est vraiment de donner quelque chose qui est extrêmement simple, qui est tout packagé. Alors dans le packaging, il y a aussi la maintenance, parce que la maintenance de véhicules hydrogène, c'est compliqué. Du véhicule électrique, je ne sais pas que c'est compliqué, mais ça peut prendre des semaines. Parce que tout le monde n'a pas toutes les pièces en stock. Donc nous, on se charge de ça de telle manière à ce que ce soit accessible pour les à peu près 6 millions de véhicules utilitaires qu'il y a en France, avec simplement un abonnement par mois, les bornes, l'électricité, et puis on s'occupe de tout, y compris d'ailleurs de la maintenance des bornes, parce que c'est pas aussi fiable qu'on pourrait le croire d'ailleurs, les bornes. Voilà. D'accord. Donc, alors, simplement, pour la scalabilité, il y a 2 scalabilités quand même. Et ça, c'est vrai sur l'ensemble de l'électrique. Vous avez la scalabilité de pouvoir produire beaucoup de véhicules, si possible pas cher. Et puis, vous avez l'infrastructure. Alors, on n'a pas de personne d'EDF ici, mais si on se dit, allez... Mix. Si on se dit, allez, on se le fait, 26 millions de voitures électriques demain, et on charge tout ça à la nuit sympa. Et EDF, il fait. Enfin, nos amis d'Enedis ils sont là. Oula, il y a des endroits où ça passe pas non plus, quand même. Donc voilà, il y a 2 scalabilités. Il y a l'infrastructure et les véhicules. Et ça, c'est vrai, en fait, sur l'ensemble du champ électrique. C'est encore plus vrai sur l'hydrogène, parce que si on n'a pas un minimum de stations, on est incapable de faire de l'itinérance, notamment pour les gros rouleurs. Si je veux traverser la France, j'ai besoin d'avoir un minimum de stations qui soient en plus disponibles. Je pense que Lucie connaît aussi le problème de la disponibilité des stations. Allez, à vous. Bon, elle est toujours disponible. on va revenir là-dessus. Avant de terminer sur cette thématique-là, effectivement, Michael, vous, dans votre périmètre particulier, qui est quand même de la mobilité légère, d'abord, il faut qu'on comprenne pourquoi. Parce qu'on parle tous de mobilité lourde en disant, oui, là, il n'y a pas de débat entre l'hydrogène et la batterie. À partir de telle et telle condition, l'hydrogène, le choix est plus évident. Bon. Mais dans la mobilité légère, quels sont les enjeux en fait ? Pourquoi l'hydrogène en mobilité légère ? Il faut d'abord comprendre comment nous on travaille chez Acius. Nous on investit nos ressources dans des angles morts. Parce que ce qu'on se dit, c'est que si on a raison en allant là où tout le monde va, bon, on va peut-être pouvoir avoir un petit retour. Si on a raison en allant là où il n'y a personne, c'est là où il y a des retours sur investissement qui sont intéressantes. Stratégie de niche. Stratégie d'essayer de trouver des angles morts. Et jusque-là, ça nous a réussi. Nous venons du monde de l'automobile, nous venons du monde, comme je disais ce matin dans le ring, du monde du diable. Nous, on vient du monde du diesel. Si on a pu, nous, investir autant d'argent dans l'hydrogène, c'est parce qu'on a bien gagné notre vie en faisant des systèmes de dépollution de motorisation diesel. Aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de voitures qui roulent aux États-Unis, en Europe et en Asie avec une de nos technologies. Et on a fait nos transitions énergétiques en disant on peut déployer ce savoir-faire dans l'hydrogène. Et là, on a cherché aussi de voir où sont les angles morts. Parce que quand on est rentré dans le diesel, on est rentré aussi dans un angle mort. Je ne vous dis pas, un peu comme Pierre parlait de Lucie, nous, quand on est allé visiter des constructeurs automobiles avec nos solutions de dépollution diesel, notamment avec l'AdBlue, on avait des constructeurs qui nous disaient vous rêvez, on ne va jamais complexifier nos voitures avec vos technologies. C'est hors de question. Et aujourd'hui, on a quand même 40 millions de véhicules. Donc on arrive, sachant qu'on peut identifier des angles morts, on s'est dit l'hydrogène, c'est clair que la mobilité lourde, c'est un marché naturel. Parce que, pour des raisons évidentes, on ne peut pas recharger 300 kWh de batterie en quelques minutes, tandis qu'avec l'hydrogène, on peut. C'est quoi l'avantage d'un système à cartouche pour la mobilité légère? Parce qu'aujourd'hui, c'est évident que la mobilité légère dans les villes, elle existe déjà en version électrique avec des batteries. On a été un peu éduqués par nos partenaires fabricants de véhicules qui sont venus nous voir en nous disant « Écoutez, avec vos cartouches, vous réglez des problèmes que nous avons
avec nos vélos assistance électrique, avec nos scooters électriques, avec nos petites 4 roues. C'est-à-dire, nous avons des utilisateurs qui se plaignent du fait que 12 mois après avoir acheté le véhicule avec sa batterie, un peu comme avec le téléphone portable, avec les PC portables, la charge est divisée par 2. Donc autant on s'habitue à ça avec le téléphone portable et les PC portables, quand vous avez un vélo assistance électrique et vous êtes un peu âgé comme moi, quand vous vous retrouvez avec une batterie qui est en panne sec, vous avez soudainement un vélo qui est plus lourd qu'un vélo mécanique et vous avez besoin de le faire rouler jusqu'à la maison pour pouvoir le recharger. Deuxième chose qu'ils nous disent, c'est avec les batteries lithium-ion, ils ont d'énormes problèmes de logistique, et ça c'était même avant le Covid. Donc du fait que les batteries lithium-ion sont considérées aujourd'hui comme des matériaux dangereux, il y a ces problématiques à faire entrer ces batteries, par exemple depuis la Chine, et les amener jusqu'aux usines. Troisième chose, et ça c'est plutôt les villes qui nous ont dit, c'est aujourd'hui mettre en place des systèmes de recharge. Ça complique la voirie. Ce sont des travaux très importants, très coûteux pour mettre en place le système de recharge. Donc nous, en faisant un peu la synthèse de tout ça, on s'est dit finalement des cartouches de stockage d'hydrogène qui permet à l'utilisateur, quand il a accès à ça en service, d'être à ISO-coût, pour répondre à votre expression, c'est-à-dire la neutralité économique, quand ça permet aux villes d'avoir des systèmes de distribution qui sont beaucoup moins coûteux, beaucoup moins intrusifs que des systèmes de recharge, quand ça permet aussi aux décideurs des collectivités, des régions de dire on fait une transition énergétique sur la base d'un dispositif qui est recyclable, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore une filière efficace pour recycler les batteries. Tout ça, ça a tendance à pousser dans le sens de cette innovation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Dis-nous là, parce que tout le monde. Oui, tout à fait. Donc pour ceux qui ont participé au ring, qu'est-ce qu'on a ici ? On a de la matériaux. Ça s'appelle la canette de la rédemption, parce que quand on vient du diesel. Oui. C'est, et voilà. Tu peux y aller maintenant. On vient du diable et maintenant on est aux anges avec la cartouche storage. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On ne stocke pas l'hydrogène à haute pression. Nous stockons l'hydrogène en absorbant l'hydrogène dans certains matériaux. Le fait de l'absorber dans des matériaux solides, ce n'est pas là où nous, on innove, parce que ça existe depuis plus d'une centaine d'années. Par contre, là où nous, on innove, et on a 150 brevets pour protéger nos inventions à l'intérieur de la cartouche, c'est pour résoudre des problématiques d'intégration thermique, mécanique, pression aussi, qui permet à ces cartouches d'être recyclables 5000 fois. Par rapport à une batterie avec énergie équivalente, qui, elle est rechargeable 500 fois. Si vous achetez un battery pack Bosch 500 Wh, c'est garanti 500 cycles de recharge. Maintenant, petite parenthèse, l'hydrogène, le domaine des batteries, sont des domaines qui sont mouvants. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que les batteries qu'on a aujourd'hui vont pas s'améliorer. Ils sont toujours en train de s'améliorer. Idem pour nos cartouches. D'ici 3 ans, on va multiplier par 3 la capacité de stockage parce qu'on développe des nouveaux matériaux. Idem pour les batteries. Ceux qui suivent un peu les batteries voient qu'il y a des technologies qui ne sont pas encore sur étagère, qui promettent d'augmenter la capacité de stockage d'un facteur 3, la puissance, la durée de vie, etc., etc. Donc, nous sommes dans des filières qui sont en perpétuelle mouvance et qui continuent à innover. Sans oublier qu'il y a quand même les équations de Maxwell et tout un tas de trucs qui font que, malgré tout, même si on met beaucoup de capacité dans la batterie, il va falloir mettre beaucoup de puissance ou alors beaucoup d'énergie. Tout à fait. Tout ça, c'est un système complet. On a tendance un peu à oublier que le réseau, il faut qu'il suive. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours une vision systémique. Et nous, quand on met en place notre écosystème storage, on ne stresse pas le réseau électrique parce que nos distributeurs de cartouches sont des distributeurs de canettes de soda que nous avons reconçus, repensés, mais au niveau de la puissance nécessaire, au niveau de la connectique,
c'est identique à des distributeurs des canettes de soda. Donc vous pouvez les mettre là où aujourd'hui vous pouvez mettre des canettes de soda sans pour autant stresser le réseau électrique. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va essayer maintenant de parler justement le sujet qui vient juste derrière, c'est le modèle économique, parce que dans notre feuille de route, on a touché du doigt l'idée que de toute façon il fallait réduire les coûts, qu'il fallait trouver des solutions innovantes. Ça, c'est un très très bon exemple. Maintenant, fondamentalement, c'est quoi les échelles auxquelles il faut travailler pour vraiment que l'hydrogène devienne vraiment performant. Alors, du point de vue du producteur d'énergie en particulier, je peux t'aider à répondre. Alors non, par contre, peut-être sur ce que je pourrais dire, parce que là en fait le but en fait c'est d'essayer de réduire au maximum les coûts qu'on peut avoir aussi bien sur les capex, donc l'investissement, et sur l'opex, pour se rapprocher effectivement au maximum de types de mobilité classiques qu'on a connus avant. Et c'est vrai que là-dessus on peut imaginer plusieurs choses. Donc il faut vraiment travailler d'abord, je pense, sur la partie R&D. Et alors là, pour le coup, j'enlève ma casquette, on va dire plutôt Engie, mais vu que j'ai travaillé pendant quelques années avant d'arriver chez Engie à l'ADEME, et donc du coup j'ai pu suivre pendant quand même 5 années toutes les évolutions en fait de l'hydrogène sur le secteur de l'hydrogène qu'il y a pu y avoir. Et c'est vrai que donc pour réduire les coûts, il y a d'abord investir dans la R&D, améliorer les rendements qu'on peut avoir aussi bien sur l'électrolyseur que sur la pile à combustible. Il y a un gros sujet aussi sur améliorer, parce que bon là le secteur de l'hydrogène est en phase, on va dire, de pré-industrialisation, mais il y a tout un triptyque coût, qualité, délai aussi, et fiabilité à améliorer pour réduire ces coûts-là, qui vont amener petit à petit à des effets de massification, mais et parce que justement les usagers vont, plus on améliore la qualité, plus on améliore la fiabilité, on va vouloir s'emparer de ces technologies, mais ça c'est très important. Il y a tout, on a parlé aussi des auxiliaires, tout ce qui est autour de ces techniques-là. Il y a des coûts, il y a énormément de choses à faire, notamment en recherche sur la partie auxiliaire, pour justement réduire, améliorer et vraiment passer, on va dire, deux technos qui aujourd'hui sont faits à l'échelle, à des petites échelles, à des échelles plus optimisées, plus industrielles, plus limite automatisées. Donc ça, il y a énormément de choses à faire. Et après, effectivement, en termes de masse pour atteindre, on va dire, vraiment les objectifs, ça, je botte en touche, parce que là, pour le coup, ce serait difficile pour moi de prédire, on va dire, quelle est la bonne échelle au bout de laquelle on peut atteindre des coûts compétitifs par rapport au thermique, quoi. Alors, pardon, excuse-moi, ouais. je termine juste aussi sur un point important, le réglementaire aussi, et l'accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir énormément d'incitations avec des choses comme les ZFE, zones à faible émission, alors cette fois on ne réduit pas le coût, mais artificiellement on augmente l'environnement, le coût, on va dire, de l'environnement en termes de coût, ce qui fait qu'on en rend des solutions qui sont plus compétitives, en interdisant des choses comme le thermique dans certaines zones, et du coup en ne laissant que la batterie ou l'hydrogène ou d'autres choses, ou le GNV, accessible à certaines zones. Et ça, pour le coup, c'est aussi très intéressant comme possibilité comme soutien, on va dire, des secteurs des pouvoirs publics. Ça, on le voit très très clairement. La pression réglementaire croissante, notamment de l'Europe, elle est extrêmement importante. Oui, simplement, il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas que le consommateur se sent un peu qu'on lui tord le bras pour adopter une solution qui est plus chère, parce qu'il ne faut pas oublier que les consommateurs, ils ont un pouvoir d'achat qui est limité. Donc on a déjà vu l'effet d'une taxe écologie. Donc il faut manier tout ça avec beaucoup de précautions. On a plus une logique pollueur-payeur, quand on voit par exemple que la pression elle s'exerce par exemple sur le constructeur de camions. Ouais. C'est lui qui doit faire les efforts, très clairement. Voilà, alors, évidemment, on peut se dire qu'il va reporter les efforts aussi sur son prix de vente final, mais fondamentalement, il est quand même poussé à ça. Alors, pour rebondir sur ce que disait Clément, c'est que on ne sait pas trop, mais en France, il y a une tradition de recherche très très forte sur l'hydrogène. Il y a 3-4 ans, il y avait encore 126 labos en France qui bossaient sur ces thématiques-là. Mais derrière, pas de marché domestique, mais derrière, pas d'industriel. Et évidemment, on a fait des super travaux, on a publié des thèses, on a déposé des brevets, mais derrière, il n'y a rien qui sort. Donc là, effectivement, on est en train de basculer dans ce moment-là où on avait de l'innovation, beaucoup d'innovation.
On a des programmes d'aide avec ce plan national hydrogène, notamment à travers l'AAP Adembrick Technologique. Je crois que tu as travaillé dessus. Oui, en fait, pour ceux, il y en a maintenant. certains qui vont me connaître parce qu'effectivement, Voilà, j'étais c'est bon. sur les briques, je travaillais un petit peu sur l'écosystème. Enfin bref, j'ai travaillé beaucoup sur l'hydrogène pendant les 5 dernières années. Donc effectivement, je pense qu'il y a quelques personnes qui doivent me reconnaître. Ouais. Ok, donc voilà. Alors maintenant, concrètement aussi, du point de vue de l'utilisateur et qui en plus est responsable d'un écosystème complet. D'abord, il faut que tu nous expliques un peu, Lucie, on a parlé du matériel roulant, mais en fait, vous êtes allé beaucoup plus loin. Oui, comme je l'ai dit, en fait, on a une station et on a voulu justement maîtriser les coûts, pouvoir récupérer effectivement les fameux OPEX et pas laisser l'exploitant nous imposer sa loi financière, si je puis dire. Donc, on a acheté une station, c'est nous qui l'avons achetée, elle nous appartient. On achète aussi l'électricité qui est fournie par les barrages pyrénéens. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi très important pour avoir effectivement un hydrogène le plus vert possible et le plus vertueux. Donc, en fait, on a la maîtrise de la chaîne de valeur dans sa totalité et on peut effectivement faire une analyse des coûts. Donc depuis la mise en service de la ligne, puisqu'on a effectivement les bus, on exploite aussi puisqu'on a une société publique locale, ça c'est un souhait aussi du syndicat mixte d'avoir non pas un exploitant type Keolis ou Transdev, mais on a aussi cette maîtrise d'avoir effectivement une société publique locale qui opère notre réseau de bus. Donc on a une vision complète de ce que représente le coût de l'hydrogène. On a eu des acteurs qui ont été très motivés à l'époque puisqu'on était des précurseurs, donc ils nous ont fait aussi des prix très intéressants sur de la maintenance. En l'occurrence, Engie fait la maintenance complète de la station parce qu'on n'était pas en capacité de le faire. Donc on approvisionne en fluide par contre la station, c'est nous qui payons les fluides. Et donc on a un coût fixe à l'année qui a été validé pendant 15 ans. Qui comprend les ICPE, enfin toutes les parties, voilà. Et donc pour terminer sur la partie bus, on a eu aussi donc Vanol qui est venu avec Ballard puisque c'est une pile 100 kW puisqu'on a un véhicule full power en termes de conception, qui effectivement est venu aussi sur un prix fixe de maintenance avec un accompagnement et un transfert de compétences vers notre exploitant pour avoir effectivement une maîtrise de la maintenance et encore une fois de pouvoir effectivement avoir un magasin de pièces détachées suffisant, etc. Donc tout ça s'est mis en œuvre. Malheureusement, il y a eu le Covid. Donc j'aurais tendance à dire on a des coûts qui sont pas du tout valables encore aujourd'hui pour que je puisse en parler très ouvertement. Mais d'une manière générale, on a une tendance qui se confirme par rapport à nos projections. Et effectivement, la fiscalité du diesel ne nous permet pas aujourd'hui d'être compétitif, mais on peut dire qu'on est quand même dans une logique qui est quand même très très bonne, avec des coûts qui sont maîtrisés, et aussi parce qu'on a une fiabilité, une disponibilité et une fiabilité de la Ballard, de la pile Ballard, qui permet effectivement d'avoir des bus qui roulent et qui sont bien exploités. Donc derrière, je dirais le TCO, d'une manière générale, on est en train d'essayer de l'affiner. Mais aujourd'hui, on a des tendances qui sont quand même acceptables. Parce qu'aussi, effectivement, je le redis, on a eu des subventions, on a eu cette chance. Donc sur les OPEX, on est soutenu par l'Europe, puisque l'Europe, les projets européens nous soutiennent dans la durée, sur une période qui va s'étendre jusqu'en 2023. Mais malgré, je dirais, même si on ne considère pas les subventions, aujourd'hui, on a quand même une tendance qui est relativement bonne, sauf que la dernière mauvaise nouvelle a été le coût de l'électricité qui est en train d'exploser. Et ça, c'est vraiment extrêmement impactant pour nous aujourd'hui parce que l'hydrogène, c'est pas une énergie primaire, hein, dommage. C'est un vecteur énergétique et il est très intéressant de le coupler à l'électricité. On ne va pas refaire le fait je stocke avec mes ENR, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle pour nous en termes d'impact sur notre modèle économique. Parce qu'il faut comprendre la formation des coûts sur l'électricité sur le marché spot qui fonctionne au marginal, c'est-à-dire que quand on a les centrales à gaz et à charbon qui se mettent en route, c'est ça qui drive le prix de l'électricité, alors que fondamentalement notre coût de production sur les ENR par exemple, il ne bougerait pas, puisqu'on fait des... Oui. Voilà, bon, ça c'est une des anomalies qui pourrait être résolue si on est justement capable de stocker massivement. Il y a les Anglais qui ont dit il n'y a pas très longtemps justement qu'ils n'auraient pas ces problèmes sur le coût de l'énergie en Angleterre s'ils remplissaient toutes les cavités salines qu'ils ont en Grande-Bretagne
d'hydrogène, il serait en capacité de passer une crise de ce type-là. Ça a été dit il y a quelques jours, ça. Bon, je leur laisse la responsabilité de ça, parce que je n'ai pas vérifié les chiffres. Mais on va parler effectivement... Simplement pour donner un ordre d'idée, on était à 50 € le mégawattheure, on est passé à 150, donc voilà. Ah, triplement. Et au Danemark à 500. Et au Danemark, ouais, 500. Bon. Dans le micro. Oui, je disais jusqu'au Danemark, ils ont fait 500% sur leur prix du gaz la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Bon. Alors, le prix du gaz, pour le moment, augmente plus vite que le prix de l'électricité, mais tout ça, c'est quand même très lié aujourd'hui à cause du fonctionnement, effectivement, du marché spot. Sur le modèle économique, bon, fondamentalement, on a... Il y a quelques jours, enfin ça va faire maintenant 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus, on a fait tourner un camion à hydrogène sur le circuit d'Albi, et on a invité, on avait plus d'une 50aine de transporteurs et chargeurs, tu étais présent d'ailleurs. Alors, ce qui était très important pour eux, c'est de toucher, de s'apercevoir que c'est du vrai, ça tourne, ça marche, etc. Ben, c'est vraiment un camion à hydrogène, ça marche, ça ne fait pas de bruit, c'est génial. Sauf qu'en fait, la vraie problématique sur laquelle ils sont focalisés, c'est pas tellement le fait que le camion, la technologie marche, qu'elle soit un peu chère au départ. Ce que nous ont dit tous les transporteurs, c'est qu'on a besoin d'une stabilité des prix de l'énergie. Alors justement, on est en plein dans le sujet. Donc, avec cette idée que l'un des bénéfices potentiels de l'hydrogène, c'est que si on est sur des coûts maîtrisés d'électricité, si on était sur des PPA par exemple, au lieu d'être sur le prix marché, on pourrait avoir une stabilité du prix de notre intrant électrique qui nous permet de dire à 3 ans, 4 ans, 5 ans, mon hydrogène va me coûter tant, par rapport à un marché du fossile qui, lui, est un marché spéculatif de stock, et qui, lui, fait les yo-yo, et en ce moment, il n'arrête pas de grimper. Et donc, en fait, ça, c'est très important d'être en capacité d'amener de la vision de long terme sur la trajectoire de prix. Et là, il y a plusieurs façons de procéder. Effectivement, les producteurs d'hydrogène et distributeurs peuvent, s'ils maîtrisent leurs coûts, faire des deals de long terme avec les consommateurs pour leur permettre d'avoir une visibilité. Ça, c'est une façon d'aborder le problème. Et on va y revenir, comment chez Wattea, vous gérez cette logique du coût de l'énergie? Pas du tout, hein. Soyons clairs. Aujourd'hui, nous, on n'a pas des volumes pour aller acheter sur le spot de l'énergie. Alors, l'hydrogène, non, mais l'électricité, on n'a pas de volume. C'est pas encore assez grand. Mais par exemple, on a une approche du modèle économique très différente. Donc, on travaille un petit peu sur le TCO, parce qu'on achète quand même des véhicules en masse, hein. Enfin, c'est par bloc 200, mais c'est pas une grosse masse, mais enfin, il y a un petit quelque chose quand même, hein, du concessionnaire. Non, en fait, on travaille sur plusieurs axes. Donc, le premier, c'est, en fait, pour réduire le TCO, déjà, on essaye de fluidifier l'usage du véhicule. On était à Flotte Auto, là, récemment, on a fait la démo d'un camion atelier de 1,5 tonne qu'on enlève en 3 minutes. Et donc, ce camion-là, il peut passer de la plomberie à un livreur Amazon en 3 minutes. Et ce qu'on appelle le fleet shaping, c'est-à-dire en fait on joue sur la saisonnalité de la flotte. Effectivement, hein, si vous n'avez pas l'usage d'un véhicule pendant 3 mois, en gros, ça fait quand même 25% d'économie sur le CCO. Ça va très très vite. Et on a des cas, hein, BTP à côté de livreur Amazon, et finalement on les a indifférenciés, ces véhicules. Donc on a mis au point des systèmes avec entre autres certaines filiales de Michelin pour pouvoir extraire tout ça. Alors ça, c'est une première piste. Et la deuxième piste, c'est travailler plutôt sur le reste du PNL, hein, c'est-à-dire le reste de la chaîne économique. Quand vous avez un diesel, vous travaillez très mal. Par exemple, vous arrivez, vous avez oublié vos clous. Bon, vous faites 30 km chercher des clous. Vous êtes chez le client, puis après, vous avez oublié votre marteau. Bon, vous retournez. Alors, sur un diesel, c'est pas très compliqué de faire ça. C'est beaucoup de temps perdu, c'est pas très compliqué. Sur un véhicule électrique, en général, l'aller-retour, après, ça s'appelle un RTT, hein, parce qu'il faut quand même 10 heures pour aller recharger. Donc là, la journée, elle est morte. Donc sur l'électrique, c'est même pas la peine. Donc on a développé en fait une palette de services qui sont assez verticalisés par métier. Alors ça passe par de l'IoT, par exemple. Sur les outils indispensables ou de sécurité, on a des puces actives, on sait qu'elles sont dans le camion, et le camion, il a, s'il part 100, voilà, on lui dit non, là, c'est pas la peine, on revient, mais là, du coup, c'est au bout de 20 mètres.
Donc on avait beaucoup de choses comme ça, en fait, pour optimiser en fait, de l'extraction de valeur dans le temps gagné. Aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans la plupart des professions, alors moi je suis VU B2B, hein, je ne suis pas véhicule particulier, mais il y a beaucoup de temps qui est perdu, il y a beaucoup de temps qui est perdu pour aller récupérer des choses à droite et gauche, etc. Et qu'en numérisant un maximum ou en mettant de l'IoT, eh ben finalement, on arrive à quand même retomber sur nos pieds en termes de rentabilité qui n'est pas du TCO, il y a un petit peu de gain TCO. Mais en fait, quand vous avez perdu une journée, tout de suite, ça chiffre très, très vite. Quand vous perdez du matériel, on a vu sur certaines professions 85 véhicules, 149 000 euros de perte de matériel par an. Voilà, c'est des trucs qui sont oubliés, etc., etc. Je vous passe le générateur que j'ai loué juste pour 2 heures et qui, 3 mois après, est encore sur le chantier. Donc ça, je suis lui mettre un petit truc, je sais démarrer un compteur, on dit attends, il faudrait peut-être que tu rappelles qu'il ou tout, etc. Donc en fait, on travaille plutôt sur le reste du PNL. Moi, je considère qu'en termes à la fois d'énergie, de volume de masse d'achat et puis même d'impact sur la filière industrielle, j'ai pas un poids énorme. Par exemple, on sait s'intéresser à ce que chacun des clients fait. Et aujourd'hui, on a des véhicules qui sont ultra connectés. Donc autant utiliser ça pour les connecter sur leur ERP, sur leur logiciel de supply chain, sur simplement l'inventaire du véhicule. Et avec ça, on gagne assez de temps pour, déjà aujourd'hui, sur l'électrique et sur des fourgons qui sont quand même relativement chers, réduire, on a à peu près 15 à 20%. Parce qu'en fait, quand vous avez un véhicule, il faut payer la station. La borne, vous la payez quelque part. On arrive en fait à réduire, quasiment à avoir de la neutralité économique aujourd'hui. Alors, si la batterie s'améliore, si tout ça s'améliore, c'est encore mieux. Il n'y a pas de souci. Ça permettra aussi de baisser le point d'inflexion de l'hydrogène. C'est-à-dire qu'on a des fourgons qu'on pourra mettre en hydrogène parce qu'on saura les fluidifier d'un client à un autre par plein de choses qui sont très digitales, du kill centralisé, des choses comme ça. Donc voilà, donc l'approche, elle n'est pas industrielle. Moi, je suis juste client là-dessus. Enfin, c'est optimisation de la productivité Voilà. et des capex. Effectivement. D'ailleurs, tu as parlé de véhicules utilitaires. Donc, nos constructeurs français se sont enfin lancés dans l'hydrogène. Renault et puis Stellantis. Et ils l'ont fait sur le véhicule utilitaire. Donc, effectivement, en annonçant et en faisant plus qu'annoncer, parce qu'ils font des investissements très, 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 très conséquents. Et donc, dès 2022, on a effectivement toute une gamme de produits véhicules utilitaires, plutôt de type master ou autre. C'est sur ce type de véhicules qui vont sortir des usines de nos constructeurs français. Ce qui devrait quelque part, et on le voit d'ailleurs de façon très concrète dans nos discussions avec le gouvernement, comme par hasard, il y a quand même une forme d'incitation à faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc voilà, tout se tient. Il manquait cette dernière roue du carrosse sur laquelle on s'est plaint pendant plusieurs années. Quand est-ce que nos constructeurs français se joindront à la danse? Ça, c'est parti. Si on en vient à cette question globale de la production de l'énergie, vous êtes au cœur de ce sujet-là parce que vous vous positionnez dans la création d'écosystèmes de production et de distribution. Oui, tout à fait. On se positionne vraiment. Le choix du groupe EDF et donc Dynamics, c'est de se positionner sur des écosystèmes locaux et donc au plus près des usages. Quand on parle économie de projet, je pense qu'effectivement le développement de l'offre de véhicules permet d'avoir des usages plus élevés, plus rapidement. Et c'est aussi une donnée essentielle quand on développe des projets hydrogène, parce qu'avoir un électrolyseur saturé le plus rapidement possible, évidemment, ça va impacter les investissements. Évidemment, on va le retrouver dans la mutualisation du coût qui sera possible. Et c'est pour ça que on est plutôt satisfait de voir de nouveaux véhicules, de nouvelles possibilités d'usage. Parce qu'au-delà de l'achat d'électricité, c'est aussi ça qui compte énormément dans la construction du prix, c'est de développer les usages et d'avoir un électrolyseur saturé le plus rapidement possible. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'attente de l'ADEME, c'est à minima 1 mégawatt d'électrolyse pour un écosystème, c'est vraiment le minimum, ce qui représente 400 kilos d'hydrogène par jour environ, et une vingtaine de véhicules lourds environ à la journée. Et bon, quand on résume ça comme ça, c'est pas forcément toujours facile d'avoir un électrolyseur saturé. Donc je pense de développer les usages. On a parlé des camions, effectivement, la visibilité sur le camion Horizon était intéressante, et donc d'avoir une offre qui s'élargit, ça va concourir
à faire baisser les coûts parce qu'on pourra les mutualiser, on pourra partager les coûts. C'est pas forcément à la puissance publique au sens large, à elle seule de porter le sujet parce qu'effectivement, il faut multiplier les usages. Donc c'est ça qui va permettre de baisser les coûts. D'ailleurs, il faut être très clair, c'est une filière, l'hydrogène aujourd'hui, dans la mobilité, qui souffre d'abord d'un problème d'offre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de véhicules disponibles et pas assez de véhicules diversifiés. Donc maintenant, ça commence à sortir. Là, on vient de parler de nos constructeurs français. Il y a une offre qui se développe très fortement sur les bus aujourd'hui, avec beaucoup d'acteurs en Europe maintenant qui se positionnent, des acteurs français qui sont déjà là, de la benne ordure ménagère. Nous avons aussi tout un tas de véhicules spéciaux et des carrosseries spéciales qu'on peut mettre sur des camions porteurs. Qu'est-ce qu'on a encore qui se déploie ? Ah oui, il faut quand même souligner, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'hydrogène et la marine, l'hydrogène et le fluvial, l'hydrogène et le train, ça c'est des vrais très gros sujets. Juste en complément de ce qui a été évoqué sur la mutualisation des outils, on a un projet, on travaille sur le monde maritime. L'été, le bateau ferait du tourisme et l'hiver, il ferait de la pêche. C'est vraiment, ça rejoint exactement ce qui vient d'être évoqué, c'est d'essayer d'avoir la possibilité d'avoir un usage et pour autant de mutualiser l'approche parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile d'avoir aujourd'hui dans le monde de l'hydrogène l'outil flottant ou roulant qui correspond à un usage permanent sur l'année. Ça revient toujours à la même logique de j'essaie de saturer mon électrolyseur le plus rapidement possible pour en faire baisser le coût au-delà du sourcing ELEC. Ouais, si je peux me permettre Je t'en de prie, compléter, Clément. parce que c'est vrai qu'il y a eu une excellente remarque qui a été faite avant, c'est notamment sur le prix de l'énergie et le fait que l'hydrogène c'est un vecteur. Aujourd'hui, effectivement, l'hydrogène peut être utilisé ou comme vecteur ou comme pour ses propriétés chimiques. Et si elle est utilisée comme vecteur, ça veut dire qu'il faut changer. Enfin, étant donné qu'on ne trouve pas l'hydrogène dans la nature comme ça veut dire qu'il faut faire un changement de vecteur entre la production et la production d'hydrogène, quoi. Et qui dit changement de vecteur dit CAPEX, dit perte de rendement, d'où ma remarque sur les rendements des piles à combustible et des électrolyseurs qu'il faudrait peut-être améliorer, je pense, améliorer aussi. Parce qu'aujourd'hui, cette chaîne-là de transformation fait que à la fin, on a des rendements qui sont quand même assez faibles et qui, avec un prix de l'électricité qui peut être parfois important. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on explose les OPEX et d'où l'importance aussi, je pense, de privilégier, parce que ça pose pas mal de questions, de privilégier ce genre d'usage uniquement pour vraiment des usages où l'alternative batterie ou GNV ne peut pas être utilisée et aussi se poser aussi la question de quand on produit l'hydrogène, il y a des infrastructures de production d'ENR qui doivent être mises derrière en place et ça, je pense qu'il y a un vrai raisonnement à avoir, mais au niveau systémique sur comment, si maintenant on passe à la mobilité hydrogène au niveau des trains, au niveau des bateaux, au niveau de la mobilité lourde, etc., quel système derrière de production on met en place pour justement avoir suffisamment d'hydrogène pour toutes ces applications. Pareil, si l'industrie qui se greffe, et je pense qu'il y a vraiment pas mal de questions assez stratégiques à se poser là-dessus. Et voilà. C'était l'intervention. Je rejoins tout à fait ce que tu dis. Et je voulais simplement rajouter quelque chose de très important par rapport à la remarque de Pierre-Yves. Et puis, il y a effectivement, nous, dans notre logique, qui était de dire quand est-ce qu'on va produire de l'hydrogène pour être à un moment qui fait qu'on ne va pas embêter le fournisseur d'électricité et on va le faire au moindre coût. Donc ça a été très fortement réfléchi en amont parce qu'effectivement, nous, on a pensé vecteur énergétique, le couplage avec les ENR, mais pas que, le fait effectivement de gagner aussi de l'argent parce que derrière, c'est un jeu d'équilibre qui permet, nous, de diminuer des coûts qui sont des coûts liés au coût du fluide, mais pas que. Donc le modèle qu'on a choisi, c'est en fait de recharger la nuit les véhicules qui de toute façon ne roulent pas, donc ça rejoint un peu ce que tu disais, et qui fait que derrière, on est sur effectivement une efficience aussi en termes de coûts, parce qu'on a réfléchi à un moment qui pouvait être le plus intéressant possible. Il faut savoir qu'un électrolyseur comme le nôtre, il fait pas 1 mégawatt, mais il fait 700 kilowatts, c'est pas mal quand même, on peut aller jusqu'à 268 kilos au jour en production. Pour nos 8 véhicules, c'est largement suffisant. On va d'ailleurs en racheter 4 autres, parce qu'on est très content, pas des 18 mètres, mais des 12 mètres, pour aussi saturer, pour essayer effectivement d'être dans une logique toujours la même. Donc ça, on a bien compris. Et effectivement, c'était très intéressant de pouvoir travailler avec aussi cette vision de comment je peux ralentir ma dépense d'énergie, à quel moment je dois avoir cet usage qui fait que je suis dans le bon tempo. Voilà, excusez-moi. Alors, justement, l'intérêt d'un électrolyseur, c'est ce qu'on appelle un consommateur flexible d'électricité.
Absolument. Voilà. Mais pour bien comprendre ce que c'est que la formation du prix de la production par électrolyse, c'est vous avez un capex à amortir, donc vous achetez un électrolyseur. Si cet électrolyseur il n'est pas très gros, c'est à peu près 50% de votre coût en fait de la sortie. S'il est très gros, cette part elle va baisser jusqu'à 25-30%. Et puis le reste c'est l'électricité. Donc en fait le producteur d'hydrogène c'est un acheteur intelligent d'électricité. Et donc lui, il doit en fait raisonner comme par exemple quelqu'un qui place plusieurs billes en bourse et qui se dit je vais sécuriser un peu là, je vais prendre des PPA, là j'achèterai au réseau dans telles conditions, là tiens j'ai un agrégateur ou un trader sur le spot, là j'ai quelques centaines d'heures à un prix super attractif, j'en profite, etc., etc. Et en sachant que en fait ils peuvent moduler cette production pour la faire à l'heure qui convient et dans les proportions qui conviennent. C'est donc un consommateur flexible d'électricité. Et il y a énormément d'optimisation à jouer autour de ça. Voilà. Mais ce que vous comprenez aussi derrière ça, c'est qu'avec l'hydrogène, d'une manière générale, big is beautiful. Donc, plus mon électrolyseur il est gros, moins il me coûte cher. Un électrolyseur d'1 ou 2 mégawatts, il fait à peu près 1000 à 1500 euros du kilowatt. Et puis si vous êtes à 10 mégawatts, vous allez tomber aujourd'hui entre 500 et 700. Donc déjà, vous voyez que vous avez des rapports qui ne sont pas du tout les mêmes. Mais il y a énormément d'optimisation à faire là-dessus. Il y a des optimisations sur tous les paramètres de coût, dont le rendement, très clairement. On en est, comme on l'a dit au tout début de cette session, on en est quand même qu'au début de ces investissements massifs qui vont nous permettre d'atteindre cette fameuse trajectoire qui a déjà été définie il y a 10 ans. Voilà. Comme je vous l'ai dit au début, on a mis 30 ans à investir massivement dans les batteries. Et aujourd'hui, on commence le boulot sur l'hydrogène. Mais avec ce qu'on fait aujourd'hui, on se dit quand même qu'il y a un espoir que ce soit quand même intéressant à la sortie. Non ? Donc moi, ce que j'aimerais maintenant pour conclure, c'est que chacun d'entre vous me dise un peu, d'abord, c'est quoi votre actualité en ce moment ? C'est quoi les sujets qui sont chauds ou ce que vous attendez ? Voilà. Et puis après, on va conclure. Alors déjà chez nous... Alors déjà chez nous, c'est peut-être que oui, je peux faire l'annonce, je pense, c'est pas de souci. Déjà côté groupe Engie, du coup, donc avant il y avait de l'hydrogène chez Storengy dans la mobilité et l'industrie. Il y en avait aussi chez le groupe Engie avec la BUH2 et chez Engie Solutions. Peut-être déjà la première annonce que je peux faire, c'est que du coup, enfin la partie Storengy et la partie Engie vont fusionner ensemble et donc on va se retrouver tous ensemble pour faire le même type, pour travailler dans la mobilité et l'industrie. Donc ça c'est peut-être la première annonce. Et après nous, nos sujets, du coup dans cette nouvelle direction hydrogène qui va y avoir, ça va être continuer à se déployer, continuer à faire, à opérer déjà les écosystèmes nous qu'on a pu financer, qui sont en cours de montage. Par exemple, typiquement moi à titre perso, je travaille beaucoup en ce moment avec la communauté de la métropole de Limoges, avec qui on a signé récemment un accord pour justement installer un électrolyseur et c'est pas le tout, une fois que c'est monté, il y a aussi tout l'opérationnel, sécuriser les financements, sécuriser les appros, sécuriser les fournisseurs, etc. Donc il y a tout un travail encore après, et ça demande autant de temps avant qu'après. Donc il y a toute cette actualité-là, et puis après on va continuer à se développer, justement comme je vous disais, en essayant d'atteindre les 100 bornes de distribution hydrogène en France d'ici 2030, en proposant aussi des services aux industries pour décarboner tout ce qui est cimenterie, tout ce qui est acériste, en proposant des services aussi pour le ferroviaire et la mobilité fluviale et maritime. Donc on va effectivement avec en plus le package qui a été proposé par la Commission européenne là, de décarboner et d'intégrer d'autres secteurs au marché de l'ETS. Effectivement, il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent. Et après, on a également d'autres sujets sur des biocarburants de synthèse, sur plein d'autres choses pour justement continuer à proposer des services à nos clients et aux territoires et aux collectivités pour justement arriver on va dire à maintenir aux objectifs justement de zéro carbone d'ici 2050, quoi. Donc l'hydrogène, c'est le couteau suisse de l'énergie. Parlons des Suisses, là. Oui, parlons des Suisses, parlons de la cartouche qui est un peu le couteau suisse. Notre actualité et notre défi, c'est de pouvoir faire face et de transformer toutes les sollicitations que nous recevons aujourd'hui de toutes les collectivités ici en France, parce que là, on a parlé beaucoup de la mobilité lourde qui fait l'objet de gros projets ADEME.
Mais avec le déploiement d'un écosystème storage, on n'est pas dans une consommation massive de l'hydrogène. Avec une centaine de scooters, ça fait peut-être 4-5 kilos par jour, donc qui est suffisamment importante pour que ça soit visible pour les collectivités, parce que les collectivités qui nous sollicitent aussi aujourd'hui, par exemple ici les Moulineaux, le département de la Dordogne et aussi dans le sud-est, nous disent que l'avantage de notre écosystème, c'est qu'on ne vient pas impacter le dimensionnement de ceux qu'ils ont déjà lancés, ceux qu'ils ont déjà mis en place. Par contre, ça rend visible pour les électeurs, si on peut le dire comme ça, la forte volonté de la transition énergétique, la transition écologique, le choix qui a été opéré par la région ou par le département ou par la collectivité. Donc nous, aujourd'hui, on est toujours une start-up et donc le défi, c'est de bien manager cette croissance qui devient explosive. Et donc, qui dit explosif, ça veut dire que c'est la croissance de tous les dangers. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de risques. Lucie, en 2 minutes. Une minute. On a effectivement, on est très content donc d'avoir ce pari réussi avant tout. Donc on est en train de le valoriser et grâce effectivement à cette réussite, on continue et on poursuit dans notre logique. On essaye, comme je le disais tout à l'heure, de travailler avec l'Europe parce que l'Europe est très demandeur, mais pas que l'ADEME sur les coûts d'usage, l'intérêt que peut apporter l'hydrogène sur de la mobilité urbaine. Donc on a ça en travail. On est en train de renégocier nos contrats électriques. Demain la réponse, on verra. Voilà. Et puis on s'est engagé, on a eu 11,7 millions sur le déploiement de nos lignes Chronobus qui seront aussi, si on peut arriver effectivement à être toujours performant financièrement, à développer en fait, à continuer à développer la flotte du réseau Idelis avec de l'hydrogène. D'accord, donc d'autres bus hydrogène. On en a acheté 4 là cette année et normalement on devrait en renouveler 7 par an. Donc voilà, en 12 mètres. Pierre-Yves, actualité. Actualité, nous on est une jeune actualité parce qu'on a été lancé le 5 juillet donc de cette année. L'actualité, nous ce qu'on peut dire c'est qu'en gros aujourd'hui l'offre sous la forme qu'on est, elle prend. C'est-à-dire que les clients, effectivement, sont à la recherche de cette nouvelle mobilité électrique au sens large. Mais quand je dis électrique, pour moi, ça veut dire aussi hydrogène, parce qu'on a des vraies demandes de clients qui sont en attente de véhicules d'hydrogène. Donc de ce côté-là, ça marche. Le concept qu'on a marche bien. Les nouveaux services qu'on a fait à Flotte Auto ont plutôt cartonné. Notamment le gros module extractif. Et puis on est sur la partie techno, parce qu'on fait un tout petit peu de techno. On est en train d'intégrer en fait les parties itinérance, les parties interconnexion avec les stations, savoir pour connaître l'état des buffers. On devrait avoir donc on qualifie les véhicules dans notre offre pour comprendre bien leurs caractéristiques. On devrait avoir les premiers véhicules hydrogène qui vont tourner sur les pistes Michelin entre autres de la Doue, donc en conditions réelles avec de la charge, etc. Et on va coder les algorithmes pour avoir en fait la transcription de ce qu'on fait en électrique sur la partie hydrogène. Le but, c'est de faire sans rupture par rapport au diesel. Soyons clairs, c'est pas un message super sexy, mais c'est vous roulez comme d'habitude, mais sauf que c'est en électrique. Pour Dynamics, c'est accompagner au mieux nos clients, j'ai envie de dire, et donc déjà poursuivre le démarrage d'Auxerre, parce qu'une fois qu'on a démarré, il y a quand même une petite phase de montée en puissance, comme dans tout projet industriel, même si c'est un projet de mobilité. Et puis réussir les quelques projets qui sont en cours, comme Belfort par exemple. Et puis côté industrie, arriver à transformer au niveau de l'Europe ce que l'État nous a pré-notifié. Donc voilà, c'est vraiment des enjeux importants. Et puis en Allemagne, on est sur un projet qui à terme parle de 1800 mégawatts d'électrolyse. Moi, c'est des chiffres qui me dépassent complètement. Raccordé à de l'éolien offshore. Donc voilà, c'est des travaux de longue haleine, mais qu'il faut démarrer maintenant. Donc voilà. Bon, parfait, moi je ne vous parle pas de mon actualité, mais ce n'est pas le sujet. Mais je voudrais le vélo. Je voudrais remercier toute l'assistance pour votre intérêt, votre patience. On a tenu une bonne heure et demie là. Je crois que c'est un sujet, moi j'y passerai volontiers 2 heures de plus, mais voilà, on va vous laisser reprendre
vos activités dans Electric Road. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous voir là et à nous poser ces questions. On est à votre disposition. Voilà. Et puis, merci à tous. Bonne journée. Merci.